comportement des gens. T'es derrière nos télés, nos écrans, donc t'es un petit peu aussi par procuration. Bien sûr, on n'a pas le gain, on n'a pas tout ça, mais on ressent un peu de cette émotion, on la chope un peu, et c'est ça qui est beau, je trouve. Ouais, bah moi l'émotion était folle, hein. Tu parles de sacrifice, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai 2 enfants en bas âge. Ouais. C'est à la fois mes sacrifices à moi et ceux de ma femme quand je fais des sessions comme ça de séries où je suis pendant 12 jours tous les soirs en train de stream. Tu vois, c'est elle qui gère les enfants quasiment full time. Elle fait beaucoup d'efforts pour permettre ça. Moi, dans mon année, bah forcément, j'essaie de travailler beaucoup mon jeu, tu vois, de travailler à mon échelle, en tout cas par rapport au créneau. Salut Robin. Salut Anthony. Alias Chauffe qui peut. Je suis ravi de te recevoir dans la PokerStack Live Room. C'est gentil de m'inviter. Merci à toi. Bah, avec plaisir. C'est vrai qu'on s'était croisés à l'EPT Monaco, mais c'était entre 2 tournois. Je voulais, tu sais, sur les événements live, je fais des petites interviews très courtes. Mais là, tu retournais à table, c'était assez compliqué. Mais bah, j'avais envie de t'avoir dans le podcast. Donc merci en tout cas de répondre présent. Pas de souci. Tu sais que je te l'ai pas dit tout à l'heure, tu m'as dit ouais, je prends quelques photos sur les events et tout, mais je me rappelle de ta photo et tu m'avais tagué, je l'avais pas republié parce que je l'ai trouvé dégueulasse. Ah ouais, c'est marrant. Il y en a. Non mais c'était pas la qualité, c'était ma gueule. Tu m'avais pris et tout, je me trouvais dégueulasse. Du coup, j'avais pas reposté. Il y en a quelques-uns qui me font la remarque. Je pense notamment à Alex, mais Alexandre Levaillant qui m'a dit gros, ça, je peux pas la repartager gros, ça, elle est pas belle gros, hein. T'as vu, je t'ai pas repartagé. Tu parles d'un coq là, c'est comme je disais aussi à Caroline Darcourt, je fais des photos, c'est plus des petits clins d'œil quoi. C'est des petits clins d'œil pour dire d'avoir une petite photo à table et puis pour prendre en photo les joueurs qui sont friendly un peu avec l'application et pour se faire connaître. C'est un peu ce truc là, mais c'est vrai que les photos sont voilà, sont ce qu'elles sont, et puis c'est pas facile de capturer des joueurs de poker. C'est dur parce que tu sais pas, enfin tu connais le jeu, tu vois quand il va y avoir un regard ou quelque chose, mais déjà tu veux pas trop déranger. Et est-ce qu'il faut prendre à l'émotion quand le mec il a une poker face? Est-ce qu'il faut attendre une émotion joyeuse? Est-ce qu'il faut le prendre quand il range ses jetons? Tu vois, il y a plein de possibilités et c'est assez technique, c'est un vrai métier. C'est pas je suis bien. complètement d'accord. Mais le podcast de Caro, elle en parle très bien. Elle dit qu'elle prend 3-4 photos et qu'elle arrive toujours à avoir une photo, et en fait c'est l'expérience, je pense. Complètement. Ouais. Donc ravi de faire l'interview avec toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les personnes qui te découvrent? Ouais, alors dans les grands lignes, je m'appelle Robin, j'ai eu la chance de gagner le 3 million event sur les Winamax Series de septembre 2023. C'est surtout grâce à ça qu'on me connaît. Je suis streamer poker du coup occasionnel. Je fais souvent les sessions du dimanche ou les séries principalement. Et suite à cette win sur le 3 million event, je me suis pas mal mis au live et je prends de plus en plus de plaisir à faire ce format-là. Donc je suis vraiment en train d'essayer de me former déjà techniquement et puis j'essaie de prendre un maximum d'expérience en live en ce moment. C'est un peu mes challenges. Et sinon, dans mes vies précédentes, j'étais directeur marketing dans une boîte de sécurité alimentaire sur Paris. Ouais. Et maintenant, je vis avec femme et enfants au Portugal. D'accord. Donc là enfin, même avant tout ça, donc j'avais regardé un petit peu des contenus de toi, notamment sur le CP Radio. Avant tout ça, il y a aussi un moment où tu jouais au tout début, ta première variante, c'était même le cash game, c'est ça? Ouais, en fait, moi, j'ai commencé en 2006, je crois. C'est comme ça quand j'étais étudiant. Okay. J'ai commencé sur un site qui s'appelait Poker Strategy. Ça parlera aux plus anciens. Mais c'était un site qui proposait plein de rackback. En fait, on pouvait créer des comptes sur les rooms et du coup, tu avais du rackback. Et ils offraient au début, ils avaient une offre de $50 offert pour commencer. Et en fait, si tu arrivais à racker assez, tu pouvais garder la somme avec laquelle tu finissais, quoi. Okay. Et j'ai commencé avec ça avec mes potes et je me suis jamais arrêté après. J'ai joué pendant... à l'époque, je travaillais à Decathlon. Du coup, je travaillais à côté. Et au bout d'un an, j'ai arrêté de travailler parce que c'était le tout début en fait du poker. Je pense que j'avais pas du tout un niveau incroyable, mais je m'intéressais, je regardais beaucoup de contenu. Et en fait, j'ai réussi à être un peu au-dessus de la moyenne. Et j'ai réussi à générer pas mal d'argent assez rapidement. Et je me rappelle dire à mes parents, papa, maman, je fais 5 000 € par mois, regardez et tout. Et c'était dingue pour moi à l'époque. C'était fou. C'est quand t'es étudiante et j'ai arrêté de travailler à Decathlon, j'ai fait ça. J'en ai fait tu jouais assez cher, du coup, c'était quoi? Ouais, je faisais principalement, je faisais du 400. Okay. 200-400 et je faisais des shots en 600 et en 1K si je sentais que les tables étaient bien, voilà, j'étais plutôt dans une bonne forme, dans une bonne dynamique de bankroll et puis j'ai fini par faire une année sabbatique en Australie pour voir si ça me plaisait d'être joueur pro de poker de cash game. Et jouer plus en live du coup là-bas, c'est ça? Ouais, que du live, je pouvais pas jouer online et j'ai pris un kiff incroyable,
Mais j'ai commencé à dériver vers d'autres aspects de ma vie. J'ai commencé à sortir un peu plus. Ok. Et mine de rien, le poker, c'était très enfermé dans ta chambre le soir, le week-end. Ce sont les meilleures sessions. Et je pense que j'ai perdu un peu la passion du grind et mon niveau s'est un peu dégradé aussi. J'avais moins de résultats et de fil en aiguille, j'ai repris mes études et pour retourner dans le cycle normal, quoi. Mais j'ai bien joué, je pense au total 7-8 ans en cash game en étant plus jeune. Ouais. 7 ans en cash game, c'est quand même quand même long parce que le cash game, bon, c'est autre chose. Niveau motivation, est-ce que tu arrives maintenant à faire la différence entre une motivation, dire je sens la motivation que j'ai quand je lance quand je vais faire une session de tournoi et MTT, et si tu te rappelles à l'époque, si tu étais autant motivé quand tu faisais 5K par mois par exemple, à te dire je lance ma session cash game. Ouais, j'étais très motivé à l'époque, mais par contre, j'avais pas les mêmes contraintes de vie. J'étais encore une fois étudiant, j'étais full free time le soir, j'avais pas, enfin voilà, c'était ma passion, quoi. Moi, j'ai toujours été un passionné, je travaille, en tout cas, j'ai du mal à faire quelque chose quand j'aime pas ce que je fais. Et au final, j'ai perdu la passion du poker, c'est ce qui m'a fait arrêter, mais sinon, ça a jamais été, j'ai jamais eu l'impression de travailler, quoi. Ouais. J'ai toujours aimé lancer mes sessions, prendre des tables, vivre les émotions qu'il y avait autour des tables, même si j'étais plus instable émotionnellement à l'époque. Beaucoup de tilt, c'est comme ça. Okay. Mais voilà. On grandit. Ouais, avec le temps, hein, on s'améliore. Ouais, et du coup, alors, un intérêt pour le streaming, t'as commencé par le streaming de jeux vidéo, il me semble. C'était quoi, sur Twitch ou c'était sur autre chose? Alors moi, j'ai commencé par YouTube. J'ai fait YouTube, okay. Des premières vidéos sur le Blackjack Casino sur YouTube. C'est ce qui m'a permis de rentrer un peu dans cet écosystème que je connaissais pas du tout. Moi, Twitch, le streaming, YouTube, j'ai fait ça un peu par hasard. Ma femme voulait lancer une chaîne YouTube sur un sport qu'elle aimait bien. Elle voulait pas trop le faire, donc je l'ai accompagnée. Je lui ai dit le vieux truc, tu sais, on le fait en même temps, comme ça, on essuie un peu les plâtres ensemble, on se motive, quoi. J'ai fait 2-3 vidéos de Blackjack que j'ai mis ça parce que j'adorais ça. Et puis ça a marché. Les gens m'ont parlé de Twitch au fur et à mesure. J'ai commencé sur Twitch et au fur et à mesure, ça m'a permis de monter dans le stream, de faire du temps, enfin de pas mal grossir une communauté. Ouais. Ça m'a permis d'avoir du temps libre. Et après, au bout d'un moment, je suis retourné à mes passions, quoi. J'ai commencé à faire du poker un petit peu comme ça de temps en temps. Et puis de remettre le pied dedans, ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. J'adore ça. J'ai trop envie d'en faire. Et j'ai commencé par les expressos. Parce que je trouvais que c'était plus stream friendly. Tu sais, t'as moins de délai, quoi. Tu peux plus interagir avec le chat. Je préférais ça. Et puis je commençais à faire quelque chose sur les séries. J'ai eu quelques petites perfs comme ça en stream. Ouais. Et puis le storytelling des tournois, de faire ça en stream, etc. Ça a été incroyable. Ça t'a plu, ouais. Et puis c'est un beau mélange, hein. Ceci dit, le spin pour tes semaines, on va dire, et genre le dimanche et les séries pour les tournois, c'est pour les viewers, c'est vraiment un bon mélange, en vrai. Ouais, clairement. Mais après, dès que j'ai voulu mettre un peu plus au MTT début 2023, j'ai pris le coaching avec Flavien Guénan. Ouais. Je me suis dit, j'ai besoin de me faire coacher pour avancer. Je sentais que j'étais très très loin du niveau que je voulais. Et il m'a dit tout de suite, tu peux pas travailler 2 formats comme ça en étant débutant. Le but, c'est de se concentrer sur un format. Et en fait, je l'ai écouté, j'ai complètement arrêté les spins, je me suis mis full MTT. Et 6 mois après, je gagnais le 3 million event. Donc ça n'a rien à voir avec. Alors, j'avais pas du tout le niveau pour gagner le 3 million event à ce moment-là. Mais je pense que si j'avais pas fait ce coaching et j'avais pas fait ces choix-là, je l'aurais pas gagné, quoi, clairement. Ouais, c'est clair. De toute façon, je sais pas si ça te le fait, mais quand tu prends du coaching poker, généralement les sessions qui suivent, ou la semaine d'après, ou même pendant 2 semaines, c'est très dur parce que quand on te réinculque des nouvelles choses, tu les essayes au table, tu te fais défoncer. Clairement, c'est très très dur de s'adapter et tout machin. Et même du coup, des fois, t'hésites et tu te dis, est-ce que c'est bien ce qu'il m'a montré? Tu retournes regarder ta vidéo ou tes notes et tout. Et c'est assez dur, mais ça te met quand même une impulsion et quelque chose, et tu sais que t'as bossé, t'es clair avec ça, et après ça reste du MTT de la réussite. Effectivement, si en late tu passes pas tes gros coups, ouais, il se passe rien de spécial, mais quand ça passe, ça donne de magnifiques choses, et c'est le MTT. Ça donne des trucs. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, clairement. Ouais. Je pense que c'est pas évident de travailler son jeu et de tout modifier, sachant que moi, comme j'avais un petit passé cash game, j'avais un peu ce côté quand même de me dire j'arrive pas de zéro, quoi. J'ai des bases, et en fait, j'ai dû tout déconstruire. Parce qu'en fait, je connaissais rien. Même en cash game, je pense que je reprenais 10 ans après, en fait, j'étais complètement largué. Et puis le MTT, j'en parle pas, quoi. Donc en fait, j'arrivais avec un peu un truc, j'y connais quand même quelque chose. Je suis pas le fiche de la table et tout, alors qu'en fait, j'étais un énorme fiche. Et je pense encore aujourd'hui être un fiche par rapport à la limite que je joue et au niveau des top règles aujourd'hui qui existent sur les sites. Donc en fait, j'ai eu ce truc de déconstruire et de me remettre à ma place pour repartir du bon pied, quoi. En plus au poker, c'est hyper dur
de juger son niveau, mais de toute façon il y a toujours des joueurs, même à nos limites, il y a des joueurs qui nous défoncent quoi, parce qu'ils jouent un peu plus bas, ou ouais, il y a juste des mecs, c'est très dur de se jauger, et puis il y a c'est vrai que c'est pas évident, mais au contraire, généralement, on a tendance à se surestimer, surtout quand on run ou quand on pense qu'on affronte que des fiches ou quoi que ce soit, et d'avoir un regard comme tu as, ça t'a certainement aussi aidé pour ton deep run, même s'il y a pas que ça. Mais j'ai encore regardé ta review et tout, et à plein de moments, tu dis, je suis très clair avec mon niveau, je sais que les autres sont très bons, meilleurs que moi ou très forts. Moi, je sais où j'en étais à ce moment-là, et j'ai joué avec ça, c'est tout. Et ça, c'est intéressant déjà d'avoir cette perception-là. Ouais, je pense que ça m'a aidé en tout cas de pas me prendre pour un fou sur ce tournoi et sur les autres. J'étais conscient en tout cas d'être clairement le plus faible dans le field restant, ou en tout cas d'être parmi les joueurs les plus faibles, ce qui était normal avec mon expérience des MTT à ce moment-là. Ouais. Et j'avais mis ma stratégie en place qui était plutôt tight, ce que je savais faire entre guillemets, encore une fois en gros trop grosses guillemets. Et je suis très content du jeu que j'ai produit sur ce truc-là. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que j'ai réussi à mettre en place mon A-game à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mon A-game de cette époque-là, tu vois ce que je veux dire? Qui était pas du tout un A-game pour plein de gens, mais pour moi, c'était mon A-game sur ce tournoi, et du coup, j'étais très content d'avoir gardé ça, malgré l'enjeu, malgré le stream, malgré tout ça, quoi. Ouais, et il y a aussi ça. Tu te qualifies au Day 3 avec combien de blindes? 80, quelque chose comme ça? Ouais, même un peu plus, je crois, 91 blindes. Je suis deuxième chief leader du D3. Ouais. Donc, c'est quoi, 40 left? 35, 40? Un peu plus, je sais plus. Je crois que c'était 54 ou un truc comme ça. Je sais plus, je pourrais pas dire un truc comme ça, quoi. Ouais, il y a encore des heures de jeu, c'est encore très long, et il peut se passer plein de choses, et puis aucune expérience de ces tournois-là, quoi. Je me rappelle avoir eu Flavien au téléphone le matin, parce que lui, il était qualifié aussi pour ce D3, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et du coup, on parlait un peu de l'approche mentale, un peu de ce truc-là, à la fois pour lui et à la fois pour moi. Oui, parce qu'il y avait le stream. Toi, tu savais que tu streamais. Lui, il était en balance, il savait pas trop, mais du coup, vous avez changé là-dessus. C'est intéressant aussi, de se dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que je me fais pas exploit s'il y a des mecs qui sont en monotable et qui regardent le stream, et bon, ils le voient 5 minutes après, mais ils ont des infos quand même sur nos mains, sur nos trucs. C'est quand même une prise de risque, parce que c'est le plus gros tournoi de l'année. Bon, à chaque série, mais c'est le plus gros tournoi de l'année. Il y en a quand même que 3 fois dans l'année. Et ça fait beaucoup de paramètres. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à vivre cette expérience-là, de dire, moi, j'ai envie de le vivre avec mes viewers? C'est quoi qui est derrière? Après moi, quand j'ai arrêté le job de directeur marketing, c'était pour devenir streamer. Ouais. Et du coup, ce que j'aime dans le stream, justement, c'est le partage avec les gens, de partager des émotions. Et un tournoi comme ça, de faire D3 d'un tournoi comme ça, avec un stack comme ça, pour moi, c'était une évidence que je devais le streamer. Et si tu veux, c'est un peu ce qu'on disait, mais c'était aussi savoir un petit peu où j'en étais, ce que j'étais. Et j'étais pas du tout un pro de poker, tu vois. Donc en fait, j'avais pas l'impression tant de perdre de V que ça. Okay. Et j'avais l'impression que si je streamais pas ça, j'étais pas du tout un streamer. Tu vois ce que je veux dire? C'était une évidence pour moi que c'était une super opportunité en stream pour se faire connaître, pour faire vivre des émotions, pour partager ça avec les gens. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé de le streamer. Vraiment, les gens envoyaient de la force. Il y a des moments où j'étais un peu dans le down. J'ai fait des mauvais calls. J'ai fait un mauvais call à un moment sur un énorme coup en début de D3. Les gens étaient là, te prends pas la tête, passe à autre chose, de ressortir. Allez, vas-y frérot, tu vas le faire et tout. Et moi, ça, c'est des trucs. Je suis très sensible aux gens et aux vibes qu'on m'envoie. Donc on m'a envoyé du négatif, ça peut m'impacter. Et là, j'ai reçu énormément de positifs, et ça m'a vraiment boosté, donné confiance en mon jeu, en tout cas à mon niveau de jeu à ce moment-là. Et non, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. J'étais vraiment dans ma zone. Ouais, en fait, ça te boostait, ça te donnait la force nécessaire. Et au poste, justement, c'était des débriefs avec ta femme pour garder le cap aussi, parce que t'es en monotable, hein. Forcément, on n'en voit rien d'autre. Moi, le D3, j'ai tout monotablé. Et non, je parlais pas trop de débrief avec ma femme. Juste, on discutait, je marchais un peu pour faire quelques pas, pour me détendre un petit peu. Okay. Et juste, on parlait de tout et de rien, hein, vraiment, de ce qu'on allait acheter le lendemain, ou pour les enfants, ou quoi que ce soit, quoi. C'était vraiment pour me changer les idées. J'essaye de pas trop parler poker pendant mes breaks. Okay. C'est vrai que j'aime bien faire autre chose, ou penser à autre chose, ou avoir quelqu'un, justement, qui me parle pas de ça, quoi. Alors, c'est vrai que
dans nos quotidiens, éviter de parler de poker pendant les breaks, ça se fait assez facilement parce qu'on est avec nos familles ou quoi que ce soit, donc ça va. Mais par contre en live, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Soit il faut s'isoler ou soit il faut être avec des gens qui parlent très. Je crois que par exemple Fabrice Bigot m'avait dit il aime pas trop pendant les pauses courtes du moins, les breaks rapides, parler de poker parce que du coup ça le défocus. Enfin ça le. Ouais. Il se détend pas assez, il a besoin d'autres choses et tout. Donc, toi, justement, en live, t'es comment par rapport à ça? Moi, j'aime bien aller marcher. Donc, en fait, ça me force à me défocus. Il y a peu de gens qui vont aller marcher. En général, les gens restent un peu à la sortie du casino, fument, discutent. Bon, en général, je sors vite et je vais faire 15-20 minutes de marche. Souvent, j'appelle ma femme ou des proches ou des potes. Et ça me détend bien. Après, c'est pas non plus une peine absolue pour moi s'il y a un mec que j'aime bien qui vient discuter de main. Mais faut pas que ça soit dans le côté relou du truc où tu sais des fois quand tu peux raconter une main tu vas rester buté sur un mindset ou sur une pensée. Faut que ça soit ouvert. Si le mec est un peu buté et pas ouvert sur la discussion, pour moi ça va être pesant. Par contre si le mec est complètement chill, tu discutes de la main mais sans pression, anecdotique quoi, ça va. Ouais, anecdotique, ça va pas me gêner quoi. Okay. Mais bon en général je suis plutôt tout seul au live, en live en pause et je vais marcher ou je vais me poser tranquille quoi. Ouais, plutôt côté sportif. Toi, tu fais pas mal de sport. En plus, t'as une hygiène assez bonne de ce que j'ai vu sur les réseaux de ça. Tu fumes pas, non? Ou... Ouais, tu sais, les réseaux, c'est tu mets ce que tu veux sur les réseaux. C'est vrai. Mais oui, moi j'ai toujours aimé le sport. Après, c'est vrai que je pense que j'ai un peu perdu le fil avec le stream notamment. C'est beaucoup sur le PC, beaucoup à faire des soirées tard, le poker notamment. Bah, je trouve que c'est vraiment un truc. C'est ce qui me freine aujourd'hui à faire plus de live, c'est que je trouve pour le rythme de vie, et la qualité de vie et l'hygiène de vie, c'est pas ouf. Mais oui, j'adore ça. J'essaie de faire de la natation maintenant. J'ai des problèmes de dos justement parce que je restais trop assis dans mes journées. Je bougeais pas assez. Donc je vais à la salle, je fais du sport, je cours et je fais du yoga, des trucs comme ça, quoi. Et t'as aussi ton bureau qui est debout. Alors est-ce que tu joues tout le temps debout ou la majeure partie du temps ou des fois comme tu t'assois, tu le rabaisses? Comment tu... Ouais, j'aime bien varier en fait. Pendant une session, tu sais, je vais faire 1 heure assis, 1 heure debout. J'essaie de changer les positions. C'est ce que mes kinés m'ont toujours dit. C'est de pas être tout le temps dans la même position en longueur. Donc voilà, j'essaie juste de varier quoi. Ouais, c'est clair. Donc jouer debout, c'est vraiment un bel avantage. Je le faisais là, je peux pas ici, mais je faisais pas mal dans mon ancien appartement. Où j'étais sur l'ordi portable. Du coup, quand j'étais en late et tout, je prenais mon ordi, je me mettais sur le petit bar. C'était mieux. Là, un peu moins, mais c'est vraiment un truc agréable, quoi. C'est hyper important. C'est dans une autre position et une meilleure circulation, meilleur focus et même, je trouve que tu retrouves dans le poker, là, même à la maison, en online, ce côté liberté, quoi. Tu te dis, putain, je peux possiblement, enfin, c'est notre passion, on peut possiblement gagner de belles sommes, et en tout cas, à ce moment-là, et je suis encore libre de faire un peu ce que je veux. Ouais, clairement, ouais. Et puis, je sais pas comment tu le ressens, mais moi, quand je suis debout, que je stream ou que je joue, je sais pas, ça me dynamise différemment. Quand je suis assis, je suis plus dans un mindset un peu posé, ça peut vite être un peu boring, tu vois. Alors que quand je me lève, j'ai tout de suite un dynamisme différent. En tout cas, ma personnalité fonctionne un peu comme ça, je sais pas pourquoi. Mais je suis vraiment différent assis que debout. Je suis une autre personne, quoi. C'est intéressant, ouais. Et alors juste, je t'ai montré en off, hein, j'avais noté la question le 15 septembre 2023 à minuit et demi devant 3409 viewers. Est-ce que tu te souviens un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, je me souviens comme si c'était hier. Ce Détroit, je m'en souviens parfaitement. Je me souviens de ma journée, des gens avec qui j'ai échangé sur sur le mindset, sur la mentalité qu'il fallait pour être justement au clair, tu vois, sur ce qu'on disait de mon niveau c'est ça, ma strat c'est ça, je veux jouer comme ça, après ça passe pas. Et ça a été toute ma journée conditionnée un petit peu autour de ça. Et le jour J avec ma femme notamment, les viewers, enfin c'était fou quoi, vraiment. C'était ouf, hein, 3400 viewers en live. Moi j'y étais, alors j'y étais pas tout le temps, en tout cas vraiment sur la TF, j'étais tout le temps, notamment il y avait Winda qui me coachait et qui était là, donc c'était cool. Et j'avais suivi ça, mais ouais, c'était vraiment je te le disais en off, c'était vraiment un beau moment assez. Bon, j'ai vraiment la note et la ligne exacte parce que j'avais pris en photo l'écran du coup avec mon téléphone et je me suis dit tout à l'heure quand je préparais un petit peu les questions, je me suis dit je vais regarder si je l'ai encore ce truc-là. Et ouais, j'avais du coup la note et tout ça devant 3400 viewers, c'est quand même beaucoup. Et je me rappelle, il y a des moments aussi où bon plutôt tes viewers habitués te disaient reste focus gros, reste dans le truc, tu devrais pas regarder le chat, regarde pas du tout le chat ou les trucs comme ça. Ouais. Tu vois, et c'est vrai que des fois peut-être ça, même si c'était bien focus, mais ça peut aussi te dire ouais ok, restons dans le jeu quoi.
Ouais, mais je pense que les gens qui me suivent souvent me connaissent un petit peu. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, moi, je peux vite être impacté par des gens qui peuvent avoir une impulsion négative. Des fois, dans un chat, tu sais, tu vas avoir une personne qui va te mettre une mauvaise vibes. Ouais. Il fait même pas exprès de temps en temps, il dit ce qu'il pense, tu vois. Et c'est ça aussi, les stream Twitch, tu vois. Il va te dire, ah, bah, t'es nul, ou t'as joué comme une merde, ou. Et puis, je sais pas, tu sais, ça va mettre un petit Genre, côté. c'est jamais un call. C'est Ouais, jamais c'est un jamais call un ici. call, Il a jamais de flush. Il est avec ses potes en train de boire une bière, il s'en bat les couilles, il a pas d'empathie pour toi et tout. Et mais en vrai, il y avait tellement de good vibes dans ce chat. Et en fait, dès qu'il y avait un truc un peu comme ça, tout le monde me remontait dans un truc un peu positif. En fait, il y avait une vague de positivité qui était tellement supérieure à la négativité que j'ai pas ressenti comme ça. Et par contre, sur la TF, j'ai complètement déconnecté quasiment du chat. Je lisais plus, quoi. Ouais, hyper focus. Et alors il y a eu quelques clins d'œil aussi, j'avais vu pendant ton année. Je crois que tu l'as mis en short. Il y a un gars qui t'a mis un coup sur un series ou je sais plus, un gros tournoi, un Battle Royale ou je sais plus quoi, et t'avais dit celle-là c'est pour Michaud. Ouais, je sais pas si tu connais, c'est Raphaël. C'est Zarbo. Ok. Ouais, Zarbo qui est D'accord. très sympa, que j'ai rencontré après à l'EPT Paris. C'est un bon pote il est adorable, ce gars, et il m'a fait la dédicace, et du coup, il m'a dit, après, il m'a vu en live, il m'a dit c'était moi et tout, et c'était très sympa, ouais. C'était très sympa. C'était marrant parce que c'est resté, ouais. Et du coup, ouais, cette émotion, hein, quand tu gagnes vraiment, où tu réalises, on se voit, enfin, on doit reculer de 2 mètres, te mettre les mains comme ça et se dire, ok, c'est fini. C'est assez spécial. Ta femme qui arrive et ce côté émotion, moi, ça m'a beaucoup frappé. Comme je dis, j'ai ce truc-là. Les émotions qui me parlent le plus, c'est celle-là, c'est-à-dire les sacrifices des gens, donc dans le sport, dans des moments comme ça assez rares, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois que quelqu'un s'est sacrifié pour un objectif, c'est ça qui me touche. Et là, c'était vraiment un moment, en tout cas en stream, je pense, tout le monde te le dit, plein de personnes le disent, c'était vraiment un truc assez rare. Et je pense que là, les gens, pendant un moment, ils vont te dire, c'était trop cool ce moment-là, quoi. Parce qu'en fait, t'es dans l'appartement des gens, t'es derrière nos télés, nos écrans, donc t'es un petit peu aussi par procuration, bien sûr, on n'a pas le gain, on n'a pas tout ça, mais on ressent un peu de cette émotion, on la chope un peu, et c'est ça qui est beau, je trouve. Ouais, moi, l'émotion était folle, hein. Tu parles de sacrifice, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai 2 enfants en bas âge. Ouais. C'est à la fois mes sacrifices à moi et ceux de ma femme, quand je fais des sessions comme ça de séries où je suis pendant 12 jours, tous les soirs, en train de stream. Tu vois, c'est elle qui gère les enfants quasiment full time. Elle fait beaucoup d'efforts pour permettre ça. Moi, dans mon année, forcément, j'essaie de travailler beaucoup mon jeu, tu vois, de travailler à mon échelle, en tout cas par rapport au créneau que j'ai dispo. Et en fait, c'est vrai que ce qui est difficile à mesurer, mais je pense que mon émotion vient de là aussi, tu vois. C'est vraiment la difficulté pour moi de concilier ma passion au poker avec ma vie de père de famille où j'ai envie d'être présent pour mes enfants, j'ai envie de tout leur donner en termes de temps dispo, d'investissement. Et là, ouais, t'as le sentiment, en fait, de pas avoir fait tout ça pour rien, tu vois ce que je veux dire? Même si, comme on disait, je suis récent encore dans l'écosystème du poker et notamment du MTT. Ouais. Il y a des gens qui ont beaucoup plus travaillé que moi et qui ont des dizaines d'années et qui méritent encore 1000 fois plus si on parle que du mérite de gagner un événement comme ça. Moi, à mon échelle, c'était quelque chose de très, très fort pour moi et je pense que ça s'est ressenti, en tout cas, sur la fin, quoi. Ouais, c'était beau. Et du coup, est-ce que ce gain pour toi, c'est quand même un gain life-changing ou c'est dans le quotidien, ça a pas changé tant que ça? C'est vrai que t'étais déjà pro du coup, donc ça a pas changé. Moi, je suis pas du tout pro de poker. Je considère même aujourd'hui, tu vois, 1 an après, que je n'ai pas les compétences pour vivre du poker aujourd'hui. Okay. Je ne suis pas assez bon pour pouvoir en vivre. Pour moi, pouvoir vivre du poker, ça serait à mon échelle dégager quelque chose comme 100 000 euros des tables avant impôt. Donc pour arriver à un truc autour de 60-70 000 euros, ce que j'ai besoin aujourd'hui pour mon rythme de vie, etc. Okay. Je n'ai pas du tout cette capacité-là aujourd'hui à m'assurer ce rythme de vie, etc. Donc non, c'était encore plus ouf parce que du coup, c'était vraiment de l'argent comme si tu faisais un loisir et que tu touchais quelque chose, quoi. Donc c'était assez fou, quoi. C'était vraiment assez fou. Okay. Et je pense que c'est très dur de vivre du poker, ça serait mon objectif, effectivement. Mais je m'en considère encore très loin, ouais. Beaucoup de travail. Et là, c'est quand même ton activité. Enfin, t'as un taf à côté ou? Ouais. Non, après maintenant, ma vie a bien avancé. Hein. Je suis quand même plus âgé. J'ai 36 ans, donc j'ai fait 10 ans de directeur marketing sur Paris. Je gagnais très bien ma vie avant. J'ai des investissements sous Y. Je me plais à toucher à plein de choses. Mais c'est vrai que le stream et le poker, c'est mon temps plein aujourd'hui. Ouais. Par contre, si j'isole le poker du stream,
aujourd'hui, je ne suis pas capable d'être joueur pro. Donc, ce qui pourrait me faire devenir mon métier, ça serait, tu vois, d'être sponsorisé, d'avoir des partenaires, etc. Mais sans ça, aujourd'hui, je suis incapable de vivre du poker en étant honnête. Ok, ça marche. Mais c'est quand même un... Alors, tu vois, par exemple, si on reprend le gain, c'est combien? 220, c'est ça? À peu près? Ouais, 226K, ouais. Ah oui, tu parlais, est-ce que c'était game changer? Je t'ai pas répondu à ta question. Ouais, ouais. Dans ta vie? Vas-y, excuse-moi. Ouais, du coup, parce que si on prend, par exemple, un salaire si tu prends un salaire qui a 2K3 mensuel, ça doit faire un truc comme 28 000 euros par an. Bah là, si tu prends cette somme-là, du coup, tu vois, ça pourrait dire que cette personne-là, ça change quand même sa vie sur une certaine période, ou alors s'il a pas encore acheté d'appartement, ou il peut acheter un appartement, tu vois, ça change quand même, parce qu'on considère les gains life-changing au poker peut-être pour les 500 000, 600 000 euros plus, tu vois. Mais là, ça change quand même ta vie sur une période, tu vois. Et je trouve que ça, c'est déjà hyper important. Alors toi, tu disais que ça t'a aidé justement pour la maison et pour rembourser. Enfin, ça t'aide énormément, quoi. Ah, moi, pour être honnête, je sais que ça peut étonner plein de gens dans le chat qui entendent des sommes comme ça. Et moi, ça n'a pas du tout été game changer pour ma vie, quoi. Si tu veux, c'est pas du tout un truc. Je trouve que 200 000 euros, si tu veux, à l'échelle d'une vie, c'est pas tant que ça. Moi, j'ai vite investi dans la maison qu'on avait achetée au Portugal. Je me suis réservé une bankroll pour faire du live. Et là, ça a changé un petit peu pour mon quotidien. Mais si tu veux, je suis quelqu'un de très terre à terre. J'ai gagné cet argent. J'ai tout de suite réparti où j'allais le disperser entre guillemets. Dans quelle zone de vie j'allais le mettre. Tu vois, je fais un peu de trading, je fais un peu de trucs comme ça. Je fais des investissements IMO. Et du coup, en fait, dans mon quotidien, du jour au lendemain, ça n'a rien changé. Et je sais pas comment dire, mais 3 jours après, j'avais oublié la somme. Je me rappelais de l'émotion du moment, parce que les gens t'en parlaient, etc. Mais la somme, j'étais déjà passé à autre chose et j'avais déjà comme ambition de beaucoup bosser pour revivre ça, quoi. Ok, ouais, hyper intéressant. Ouais, c'est parti en tous tes placements et toutes ces choses. Et alors du coup, t'en parlais tout à l'heure. On a parlé un petit peu du passé et du gain et tout ça, mais dans ta vie de père de famille, justement, comment est-ce qu'on s'organise au quotidien pour le poker et pour le stream aussi? Sur le poker, c'est dur. Surtout quand tu es sur le time zone où tu as les tournois le soir, etc. Moi, le soir, il y a les petits qui rentrent de l'école, j'ai pas envie de faire de session. Donc, j'essaie de faire la session du dimanche. C'est souvent ce que je fais online. La semaine, je vais plus travailler mon jeu. Et surtout, je pense à mon niveau, c'est ce qu'il y a aussi de très important, si tu veux. Donc, c'est pas gênant à mon niveau aujourd'hui. De beaucoup travailler la théorie et de moins faire ça. Et le temps après, ça va être les déplacements que je compte, en fait. Tout simplement, quand je fais un déplacement, je vais jamais faire un festival entier. Je vais vraiment timer vraiment le minimum de jours pour faire le maximum d'events que je peux. Et du coup, c'est du timing tout le temps, d'essayer de serrer, j'ai pas envie d'être absent trop longtemps dans mon mois. Si je suis absent 4-5 jours par mois, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, ça me va comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est ton équipe que tu as trouvé, mais c'est intéressant parce que dans le poker et notamment, comme tu disais dans le live, tu as aussi les croupiers, les floors et les directeurs de tournois. Ils ont des tournois de partout en France ou plusieurs endroits en Europe et tout. Et niveau familial, c'est des choses à mettre en place et c'est intéressant. J'aime bien demander justement à ces personnes-là comment ça se passe pour eux et tout parce que c'est une vraie organisation. Toi, par exemple, comment est-ce que ça s'est passé sur la dernière année sur les tournois live que tu voulais faire? C'est un truc que tu as prévu à l'avance et tout et tu t'avais coché vraiment les dates précisément? Non, c'est vraiment un truc que je fais un peu au compte-gouttes. Je vois aussi avant de partir en déplacement si ma femme est fatiguée parce que quand je pars, c'est elle qui va gérer les enfants. Je vois comment ça se passe à la maison. Donc elle est très très derrière moi, etc. Elle fait le maximum qu'elle peut, mais voilà, il y a des fois où je vais pas faire un déplacement parce que je sens, c'est même pas elle qui me le dit, quoi, mais je sens que tu vois, elle est pas dans la meilleure forme de sa vie. Elle est un peu fatiguée ces derniers temps parce qu'elle va moins bien dormir ou fatiguée par la vie, quoi. Et du coup, dans ce cas-là, je prends pas le déplacement, donc je prends souvent mes billets assez tard, mes hébergements, sauf pour les gros déplacements type Vegas, ça c'est un truc que j'avais prévu. Par exemple, tu vois, on a fait finir la belle famille à la maison pour que ma femme soit pas toute seule, par exemple, tu vois. Et moi, après, tu vois, tu parlais de poker, mais ma priorité aujourd'hui dans mon équilibre, c'est un truc qui est très clair aussi, c'est que ma famille, c'est la priorité numéro 1, et le poker, ça passe derrière, tu vois. Je suis assez au clair là-dessus aujourd'hui dans ma vie, et du coup, et par contre, ça veut pas dire que je travaille pas, et que je bosse pas, et que je n'investis pas du temps sur le poker, mais si j'ai à choisir, ça sera toujours la famille et les proches en premier, quoi. Ok. De toute façon, de ce que tu disais, avec ton rythme finalement de poker, c'est vraiment le travail hors des tables, je suppose, quand les enfants sont à l'école. Et toi, en fait, c'est ton taf de travailler ton jeu et éventuellement grind un peu. Du coup, tu grindes pas en journée, par exemple, quand les enfants sont à l'école, c'est pas des horaires qui te branchent.
Moi, pour être honnête, j'ai besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'ai besoin d'être passionné par ce que je fais pour prendre du plaisir. Et c'est vrai que moi, les tournois à petit field, ça va moins m'exciter. Tu vois, je vais moins être excité à jouer le Tornado à 20 balles où il y a 50 personnes. Ça va pas me faire vibrer. J'ai pas spécialement envie de le faire comme ça. Alors que derrière, aller bosser mon jeu, aller regarder une vidéo d'un mec super qualifié qui va te parler du combat en BVB, je vais adorer ça. Tu vois, je vais le bouffer, je vais prendre mes notes et je suis content de faire ça. Et après, en plus de ça, j'ai quand même du contenu à créer aujourd'hui. J'ai ma chaîne YouTube qui tourne tous les dimanches avec Flavien. On fait des vidéos review, donc ça prend du temps dans la semaine de les préparer, d'animer les mains, de faire les montages, etc. Je fais tout seul aujourd'hui. Et après, je fais aussi du contenu ponctuel, des vlogs sur ma chaîne YouTube, des interviews de joueurs quand ils font des deep runs. Donc en fait, j'ai tout ce côté créateur de contenu aussi qui me prend du temps, mine de rien, et qui est important pour moi. Ouais, et puis ta chaîne YouTube, elle est très complète. Hein. On mettra les liens de toute façon en bas de la vidéo en description. Et elle est hyper complète. Il y a plein de choses. Il y a des vlogs. Il y a aussi des reacts sur le vlog de Kill Tilt. C'est ça qu'ils avaient fait à Vegas. J'avais vu passer un message de toi aussi. Je sais plus en dessous de quelle vidéo. T'avais dit que la qualité de la vidéo, franchement, c'était bien. Je crois que c'était pour Mathieu Chauffardet. Et c'est quelque chose qui te plaît aussi, la production visuelle comme ça. T'aimes bien que ça soit très propre sur ce qu'on montre sur ta chaîne, par exemple? Moi, j'avoue que je suis pas le mec qui va avoir besoin que ce soit très propre. C'est-à-dire que moi, il peut y avoir des petites erreurs de montage, un son qui est moins correct. Je suis plus dans le côté où le fond va être plus important que la forme chez moi. D'accord. J'aime juste que les gens puissent vivre des émotions, en tout cas partager ce que je vis ou partager, tu vois, une émotion forte comme le vlog de Kill Tilt à Vegas, moi, de revivre le deep run de Chichi. Moi, ça me procure un truc de fou. Je me mets à sa place, je vois ses émotions, je vois le kiff qu'il a. Et en fait, un peu ce que tu disais, je vis avec lui, tu vois. Et ça, moi, c'est ce que j'aime dans le contenu. Et donc, j'aime partager ça, tout simplement. Et je pense que j'aurai toujours ce côté-là où j'ai envie d'avoir ça dans ma vie. Après, à quel niveau, ça sera toujours à étalonner. Parce que je pense que si tu fais trop de contenu, tu peux moins travailler ton jeu, tu as moins de temps pour devenir fort. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Mais idéalement, j'aimerais bien un truc hybride, ouais. Vraiment retrouver le bon mélange. Après, ça peut évoluer, ça peut changer aussi dans plus de travail ou plus de jeux selon les périodes. Mais voilà, mais en tout cas, c'est intéressant. Tu disais, toi, c'est vraiment la passion qui te guide et pas les gains. Tu vas pas dire, voilà, est-ce que tu as un objectif de dire, peut-être qu'un jour à Vegas, tu chopes tu gagnes un bracelet ou alors un gain, vraiment un plus gros gain et tu te dis, c'est bon, j'ai plus trop d'objectifs. Non, comment est-ce que tu vois ton futur dans le poker? C'est vraiment... moi, je considère que c'est un luxe absolu, mais en fait, je n'ai pas besoin du poker pour vivre aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai une approche qui est complètement récréative du poker, entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, c'est un plaisir. C'est-à-dire que demain, j'ai pas du tout d'objectif de gain dans mon année, j'ai pas du tout d'objectif de perf en termes de gain. Par contre, j'ai envie de kiffer, quoi. Moi, mon rêve, c'est de gagner le main, c'est de gagner un EPT. Et ça, c'est des kiffs absolus que j'aimerais réaliser un jour dans ma vie, tu vois. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai cette chance-là. J'aimerais que ça change un jour, parce que je travaille mais je considère que j'ai encore besoin de beaucoup travailler pour en arriver là, quoi. Et tant que je me sens pas prêt dans mon jeu, je prendrai pas le risque de me focaliser à 100% là-dessus pour le faire, parce que c'est très dur le métier de joueur de poker, souvent sous-estimé, je pense, par rapport au travail, par rapport à ce qu'il faut investir pour être bon et au-dessus des gens, et la pression que t'as quand tu dois vivre de ça. Donc clairement. Ouais, bien sûr. Des fois, je me dis, c'est plus dur, plus fatigant, mais au niveau stress, c'est tellement plus agréable de jouer un ABI, c'est pas du tout mon cas, mais jouer un ABI assez intéressant, enfin assez haut, et que ce soit être en semi-pro, quoi, et avoir son travail à côté. T'as vraiment cette stabilité, t'as ta bankroll, et en fait tu l'oublies totalement, ta bankroll, et ce que tu gagnes, c'est cool, et t'as même pas besoin de retirer, ou si t'as besoin, tu vois, mais t'as vraiment ce truc là, et après c'est plus fatigant parce qu'il faut grind le soir et se lever le matin aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'à un moment, si tu veux monter des échelons, tu seras obligé dans tous les domaines, hein. Si tu mets pas ton temps, tu as des joueurs en face qui mettent tout leur temps dedans et tu seras toujours en retard, en fait. Donc si moi, mon objectif, c'est d'aller un jour côtoyer les meilleurs, il faut que j'ai le temps investi qui soit supérieur aux meilleurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont bien devant moi. Donc à un moment donné, je sais que pour réaliser mes objectifs, je serai obligé si j'ai toujours la motive à ce moment-là, de passer à temps plein là-dessus, c'est sûr. Ok. Et du coup, c'est plutôt un rêve pour toi, un rêve. L'objectif, tu préfères gagner un bracelet de WSOP ou un EPT? Moi, j'avoue que j'ai plus de prestige sur les EPT. Le seul tournoi au WSOP qui me fait plus rêver qu'un EPT, c'est le main. Et après, peut-être le 5K6 Max ou le 10K6 Max, tu vois, des tournois comme ça que je trouve qui ont une aura incroyable.
sans Ils sont populaires, quoi. Je rêverais de prendre un bracelet, c'est pas ce que ouais. je dis, tu vois. Mais si tu me demandes de hiérarchiser, Ouais. c'est vrai que je mettrais EPT et bracelet, et par contre main tout en haut. Main tout en haut, quoi. Le main, ouais, bien sûr. avec l'histoire de ce tournoi, tous les grands joueurs qu'on a vus, c'est pour moi c'est le tournoi le plus beau, et si un jour je le gagne dans ma vie, ça serait fou. Ouais. Ouais, et puis en termes de storytelling, puis de marathon, c'est plus qu'un marathon. Il est, il y a combien? 7 days? Même Le main? 9 days, non? Plus. Ouais, non, t'as beaucoup plus. T'as 10 ou 11 days. Enfin, c'est vraiment assez fou, quoi. Ouais. Ah ouais, putain. J'entendais Lena, tu sais, qui était en TF du main là, cette année, qui disait attends, mais tous ceux qui disent que c'est un marathon, ils ont jamais joué les scoops, machin, pendant 40 jours à 20 tables. Et c'est vrai que je trouve que le poker online, pour moi, est plus exigeant d'un point de vue physique, d'un point de vue intensité, que le poker live. Le poker live, ça reste une table. Ouais. T'es quand même chill à la table. En termes de concentration, de focus, c'est moins épuisant que, tu vois, moi, quand je fais les Wina Series, par exemple, sur 12 jours, t'es en stream en plus, d'avoir, tu vois, 12 tables pendant 12 jours à mon niveau, c'est énormément de focus. Tu sors de ça, t'as en stream, ouais, 12 tables en stream en plus, très dur. Et en plus en stream, ouais. Il n'y en a pas beaucoup de streamers qui font des 12 tables. Bon, il y a toi, Chance, Juanito. Ensuite, je sais pas s'il y en a tant que ça qui font du 12 tables en stream, parce que c'est quand même difficile. Tellement de V, en fait. Showtech doit le faire ça. Ouais, c'est clair. Et je pense que Z Chance et Juani, c'est parce que c'est leur métier de stream aussi. Ouais. Et aujourd'hui, leur métier, c'est streamer plus que joueur pro de poker, dans le sens où la majorité de revenus, je pense, viennent du stream. Ouais. Bah, du coup, enfin, c'est pareil, tu vois, tu es plus basé sur le contenu que. Ouais, du coup, tu travailles tes facultés, du coup, cérébrales à pouvoir tenir au minimum cette EV et discuter avec le chat pour pas trop délaisser non plus. Mais je pense que ce que fait Z et Rouhani, enfin, tant que tu l'as pas vécu et que tu sais pas ce que c'est, moi, j'ai une admiration ouf, parce que quand tu streams tous les jours des séries ou même tu as un day off dans tes séries, de la pression mentale de streamer, d'être là animé en plus, de faire tes tables en même temps. Ouais. C'est vraiment, pour moi, une perte de V hyper importante, quoi, pour ces joueurs-là. Et je pense qu'ils en sont conscients, et le travail est fou, quoi. Le travail derrière est fou. Ouais, surtout quand t'avances et dans les séries et que tu perds parce que c'est du MTT. Ouais, exactement. Tu perds beaucoup jusqu'à gagner quand ça se passe bien. T'as tellement envie de bien faire quand t'es streamer, tu crées du contenu, t'as envie de bien faire, t'as envie de faire vivre à ta commune des deep runs, t'as envie de partager des émotions positives, quoi. Donc, ouais, t'as envie de montrer les belles mains aussi. Les beaux coups, les beaux trucs. Tu me montres toujours quand t'as trips ou quand bah oui, mais je vais montrer les belles choses, les gars. Ouais. Et puis ça tombe mal, le poker, t'as quand même plus souvent d'échecs que de réussites. Donc c'est un truc qui, pour moi, mentalement, tous les jours de ça, de toute façon, mentalement, c'est une discipline qui est extrêmement exigeante mentalement. Et pour ça, des mecs qui durent dans le temps, là, comme Rouhani et Z, mais il y en a d'autres aussi. Enfin, tu vois, faut être très, très, très costaud mentalement, je pense. Ouais, complètement. Et du coup, côté mental, est-ce que t'as un coach mental ou comment est-ce que tu travailles là-dessus? Je pensais être bon niveau mental. Je pensais qu'avec ma vie, j'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai 36 ans, je suis père de famille. Tu vois, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je suis plus comme j'étais à 20 ans. Je tilte quasi plus, tu vois, j'ai plus tout ça. Je pensais être assez solide mentalement, et en fait, je me rends compte que j'ai plein de lacunes, notamment sur le fait d'être jugé. Tu vois, c'est quelque chose qui est pas facile pour moi, d'être jugé. Okay. Tu vois, typiquement, quand je vais être en table télé, je vais être moins dans ma zone. Je suis dans un tournoi, je vais être nickel dans ma zone quand je suis un peu dans ma bulle. Dès que je vais être plus soumis au jugement des autres, ça va être plus difficile. Par rapport aux erreurs de poker, tu veux dire, c'est ça? Par rapport à quoi, pardon? Tu veux pas faire d'erreurs de jeu, d'erreurs dans le poker, tu veux dire? Ouais, et puis j'ai envie le côté de... Tu vois, le côté de bien faire. En plus, là, tu vois, je travaille beaucoup mon jeu depuis 1 an, donc j'ai envie de montrer que j'ai progressé, j'ai ce truc-là. J'ai envie d'être fier de ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'être fier comme, maintenant, en plus, tu vois, là, j'étais à Bratislava, je suis en table télé, je mets un petit message sur Insta. J'ai que maintenant que j'ai fait une perf, tu vois, il y a mes potes, il y a ma famille qui va se connecter sur le stream. Ouais. Et je sais pas, tu sais, t'as envie de les impressionner, pas vraiment impressionner, mais tu sais, de leur faire bonne plaisir, figure, qu'ils vivent avec toi, qu'ils soient fiers de toi, tu vois. Ouais. Et ça, en vrai, ça me crée une pression, et je pense sérieusement à prendre un coach mental, là. J'aimerais prendre un coach mental qui soit basé sur le niveau de performance sportive, plus que sur le poker, parce que je pense que c'est un peu jeune comme discipline dans le poker pur. Okay. Par contre, un coach qui coach, tu vois, des athlètes ou des trucs comme ça, si j'arrive à trouver une bonne référence, j'aimerais prendre un mec qui m'accompagne là-dedans,
pour ça et pour d'autres choses. Hein. Là, j'ai parlé que de ça, mais je pense que j'ai plein de leaks mentaux au final que j'aimerais bosser, quoi. Après, t'en as plein. Après, moi, celui que je connais mieux, c'est Johan, c'est Itaka. Du coup, on l'a reçu dans le podcast et j'ai pas mal échangé avec lui, notamment par téléphone et aussi à Marrakech. Et lui, il vient aussi du monde du jeu vidéo, intéressant, et aussi du sport de haut niveau, du BMX, équipe de France et tout. Donc et puis c'est par passion qu'il est passé. De toute façon, le poker c'est souvent ça, c'est souvent par passion, hein, quand tu. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est intéressant, mais de toute façon, il y en a plein. Et puis c'est vrai que même dans l'e-sport, hein, quand tu regardes, moi je joue un petit peu à Counter-Strike, t'as un tilt qui est différent, mais l'e-sport c'est très très frustrant comme moi je dis e-sport, mais bon c'est le jeu vidéo quoi. C'est très frustrant par rapport à la situation, et du coup les joueurs pros là-dedans, les structures ont rapidement compris qu'il fallait qu'ils soient accompagnés. C'est indispensable dans les sports, basket, volley, dans tout maintenant, c'est vraiment très important. Et dans le poker, l'e-sport, c'est clairement un sport de haut niveau. Aujourd'hui, moi, j'adore LoL, tu vois, League of Legends, je regarde les Worlds, la pression qu'ils ont ces joueurs, le moindre coup, pour moi, c'est vraiment très proche d'un sportif de haut niveau. Mais pour moi, c'est moins important la faculté à tilt qu'au poker. Parce qu'au poker, t'as vraiment une partie RNG, enfin, aléatoire, qui va être dimensionnée ta réussite ou pas. Je pense que sur Counter-Strike, t'es vraiment au-dessus, tu gagnes, tu vois. Au poker, c'est ça. Même si demain, j'étais le meilleur du monde, j'ai aucune garantie dans ma vie de gagner un EPT ou un main event, tu vois. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, les disciplines d'e-sport, si t'as vraiment un gap entre les joueurs et entre les équipes, au niveau strat, au niveau truc, ça se passe, c'est moins frustrant parce qu'il n'y a pas l'aléatoire. Et en fait, le poker, comme il y a de l'aléatoire, c'est très dur à gérer. Et se faire accompagner, ça aide, mais c'est quand même pas la magie absolue. Non, parce clairement. Que tu contrôles pas une situation, et c'est comme ça arrive aussi dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que toi, justement, le poker, par la difficulté mentale, ça t'a aidé dans ton quotidien pour d'autres choses? Je sais pas, je vais dire les bouchons sur la route ou des choses comme ça, où tu te dis je suis quand même assez chill dans ma vie, mais c'est vrai que le poker, pour moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Tu vois, on parle beaucoup de technique quand on parle poker. En vrai, tu vois, c'est vraiment souvent le prisme d'analyse du poker. Moi, c'est vrai que la dimension mentale, la dimension empathie des joueurs, comprendre les joueurs, tout ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que le live me plaît de plus en plus. C'est que je trouve que c'est quand même pas mal exigeant sur plein d'aspects. Et tu vois, on parlait aussi d'être face aux gens, de jouer en face de gens, du jugement, du regard des autres, etc. Et moi, c'est un truc où je pense avoir des leaks. Et j'aime le poker parce que je pense que ça va me permettre dans ma vie de passer certaines étapes qui vont me servir dans mon quotidien aussi hors poker, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. Notamment, je t'entendais en parler. Davidi, pour ça, il a vraiment une empathie et une vision très 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 spéciale. Déjà, il est aussi hyper physionomiste, donc même si t'es une personne qu'il a affronté une ou deux fois, mais qui est pas connu, qui est amateur, et qui te croise à une table, il va se rappeler de toi, quoi. S'il y a eu un événement marquant, quelque chose, visuellement, il va le savoir. Donc du coup, ça aide effectivement. Et moi, j'adore l'approche de Davidi, vraiment se détacher complètement de ce que peuvent penser les gens, de ce que tu vas faire. Il est prêt, s'il le sent, qu'il a les tells, qu'il a le feeling, il est prêt à faire un fold qui paraît incroyable ou un hero call qui paraît incroyable. Et moi, il me l'en avait parlé un jour. Il disait qu'il avait, tu vois, il a pas du tout l'approche optimale du poker. Tu vois, l'approche, tu vois, comme tu peux avoir sur Internet, souvent le poker online, c'est un poker théorique où tu vas jouer optimalement. Et tu sais que sur le long terme, tu vas gagner. Lui, il a une approche parfaite du poker. C'est-à-dire qu'il va essayer de prendre le move parfait à chaque fois. Donc, ça demande un focus mental, un détachement de la performance du jugement qui est au-dessus. Et moi, j'adore sa vision du poker, en plus du fait qu'il soit très fort. Mais c'est un truc qui me plaît beaucoup, en tout cas, chez lui. Ça doit être assez fou parce que il doit se dire, notamment online, parce qu'online, du coup, il doit faire le double boulot. Il doit se dire, OK, la théorie, parce qu'il connaît la théorie quand même, la théorie voudrait faire ça. Moi, j'ai mon exploit et je pense ça, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, bien sûr. C'est dur. Peut-être qu'en live, il arrive mieux parce qu'il a sa vision et toute la synergologie qu'il connaît. Mais je pense que tous les joueurs font ça en vrai, hein. Tu sais, de se dire la GTO c'est ça, en tout cas dans notre perception la GTO, chacun a sa vision, tu vois, que je pense que personne n'a la GTO parfaite en tête, et du coup tu essayes toujours de t'adapter par rapport à ça. Mais je pense que Davidi, tu vois, par exemple un joueur qui vient d'internet, je pense que demain, s'il estime qu'il a la cote dans un pot, il va y aller, quoi, tu vois. Davidi, il va dire je suis obligé. Ouais, je suis obligé d'y aller, j'ai la cote. Davidi, pas du tout, tu vois. Il va pas se dire ça du tout, je pense. Il va juste de dire, si je pense que le mec il a pas, je peux avoir la meilleure cote du monde, il est capable de fold, tu vois. Et je pense qu'il va aller vraiment au bout de cette
de ce cheminement de pensée. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans l'approche du poker, quoi. Ouais, complètement. Le truc d'obligé, c'est au final, j'entendais un streamer qui disait ça. Les gars, le truc d'obligé, on est quand même jamais obligé au poker parce qu'au fait, si t'es sûr qu'il a, bah colle pas. Si t'es sûr qu'il a, ne colle pas. T'es obligé pourquoi? Pour voir sa main, pour voir que t'es, enfin tu vois. Ces trucs-là, c'est dur, mais ça c'est dur mentalement aussi d'admettre et de dire ok, je lâche, je débranche le cerveau et je fold. C'est un exercice pas évident. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que chez Davidi, t'as l'instinct beaucoup. Et l'instinct, c'est pas un truc magique, c'est qu'il est très observateur. Tu le vois à une table, de toute façon, il observe beaucoup les adversaires, il comprend beaucoup les dynamiques. Et en fait, il va pick up plein d'éléments à droite, à gauche, et qui vont lui faire prendre les bonnes décisions contre les joueurs, je pense, tu vois. Ouais, et puis c'est impressionnant cette capacité. Très très précurseur. On avait discuté un peu avec Fabrice Bigot et Jonathan Pastore. Eux maintenant ils essaient d'avancer sur de la technique et justement de la synergologie et des choses comme ça. Au bout d'un moment t'as plus d'edge vraiment technique sur les autres. T'as beau travailler, il faut que tu tires ton avantage ailleurs et du coup analyser vraiment les gens et voir ce qu'ils font et leurs réactions et leurs émotions et tout ça, c'est ça qui va t'aider quoi. Mais bon, c'est quand même c'est sur des faits scientifiques, mais malheureusement ça marche quand même pas à 100% tout le temps. Donc t'as encore là-dedans, puis t'as encore la variance, quoi qu'il arrive. Tu l'auras toujours. Je pense quand même que c'est un domaine qui est inexploré aujourd'hui. La synergologie, j'ai entendu ton interview avec Fabrice et avec Joe. J'entends la plus parler avec Joe. Ouais. Et moi, j'adore cette vision. C'est de te dire aujourd'hui, c'est un domaine qui est tellement sous-exploité. La marge de manœuvre et le levé que ça peut représenter à travailler ça, c'est ouf. Alors que demain, je sais pas, Jonathan, aujourd'hui, c'est un top. Il a passé sa courbe le biais cognitif de l'expert. Tu sais, tu as une courbe comme ça où tu apprends un domaine et plus tu avances dans le domaine, plus c'est dur de progresser et plus ça demande de temps pour franchir des petits paliers, tu vois. Et je pense qu'à son niveau, c'est très très long de franchir des paliers, alors que demain, il va travailler la synergologie, il va pouvoir gagner en EV énormément, je pense, tu vois, en faisant peu ou moins d'efforts que ce qu'il aurait fait en travaillant la technique, quoi. Et je pense que c'est super smart de sa part et aujourd'hui, il a les moyens, il est bien accompagné, il a les réseaux pour ça et je pense qu'il a la bonne vision. Pour moi, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de mettre en place. Ouais, franchement, c'est hyper intéressant dans cette discipline et ce métier qui est le poker, parce que c'est peut-être pas utile dans d'autres disciplines, mais en tout cas, pour celle-là, ça l'est, c'est hyper intéressant. Et, du coup, ouais, quel est le coup qui t'a procuré le plus d'émotions en live, du coup, le plus d'émotions et l'émotion en down, quoi, si t'as des souvenirs. En live, j'ai quand même une petite expérience, si tu veux. Ouais. C'était ma première année live, là, 2024. Je crois que je dois être à une trentaine de tournois, si tu veux. Okay. Donc, j'ai pas eu vraiment d'énormes émotions, tu sais, dans des moments très charnières de tournoi, tout simplement parce que j'ai pas été trop dans les moments charnières de tournoi encore. Okay. J'ai souvent été proche bulle ou juste après la bulle, tu vois. Mais t'as eu un deep run à Vegas, non? Pas un tournoi où t'es allé un petit peu loin, quoi? Bah, le main, mais pareil, tu vois, en fait, j'ai eu un deep run, c'est 4 jours de tournoi, mais en fait, j'ai juste fait post-bulle, tu vois. Je fais passer la bulle, et après, j'ai joué 3 heures après la bulle, et j'ai bust. Donc, en fait, en termes d'état de tournoi, bah, on était quand même, je pense, 12% left, entre 12 et 10% left. Ouais. C'est pas non plus le deep run de l'année, tu vois. Mais c'était vibrant, c'était incroyable en termes d'émotion, parce que c'était le main. La bulle, c'était beau, et quand même. Je pense que ouais, c'était la ouf. Bulle du main, c'est pour un premier main, en plus, j'ai eu des journées compliquées, tu vois. J'ai vraiment vécu le tout. Donc c'était incroyable et je pense que tu vois, j'allais te le dire, mais les coups où j'ai vécu le plus d'émotions aujourd'hui dans ma carrière, dans ma petite carrière de live, c'est au main, quoi, parce que c'est le main, quoi, tout simplement. Mais en soi, c'est pas des moments de tournoi spécialement TF, tu vois, où tu te prends un bad beat, où tu mets une dinguerie en TF ou bulle TF sur un énorme tournoi. J'ai pas encore vécu ça, mais le main, franchement, je pense que c'est l'équivalent quand même. c'est très très fou, c'est très très fou le main. Je pensais pas autant. Et justement, ta bulle, elle était comment? T'avais un stack correct ou tu t'es fait harceler? C'était comment t'as passé? Comment t'as vécu ce moment-là? Non, j'ai vraiment fait le paillasson moi la bulle. Je suis arrivé début de D3, la bulle est début de D4. Je suis arrivé début de D3 avec un très gros stack. J'ai fait une fin de D2 incroyable, vraiment du jeu, les bonnes décisions en face, voilà, des erreurs aussi en face. Et j'arrive avec un très gros stack. Et en fait, au fur et à mesure du D3, mon stack il a fait que des grinds. Tu vois, je suis passé genre de 400 000 à 200 000 en fin de D3. Et vraiment, les 2 dernières heures du D3, déjà, je commençais à jouer avec un peu la peur, tu vois, de me dire j'ai monté un si gros stack, je vais peut-être pas faire l'ITM.
Alors que ça m'arrive assez peu souvent quand même, tu vois, d'avoir cette pression-là. Mhm. Et D4, mais j'ai fait le paillasson, D'accord. Ouais. le paillasson comme jamais, vraiment. J'ai vraiment, pendant 2 heures, j'ai tout fold. Je me rappelle avoir fold As Dame Suit, tu vois, hijack, alors qu'il n'y avait pas d'open avant moi. Ok. J'avais, Ouais. ouais, je devais avoir, je pense, une vingtaine de blindes au début du D4 et j'ai fini le D4 avec une douzaine de blindes. J'ai quasiment pas joué un coup et les dernières mains, tu vois, post-bulle, quand ils font le décompte et que t'es aux mains par main, j'ai foldé sans regarder, tu vois. Ouais, tu regardes. Ah ouais, carrément. Ok. Ouais, ouais. Je veux pas avoir de dame. Ouais, je suis pas prêt du tout à avoir de dame et même 2 as, tu vois, je me dis, je suis pure bulle du main event. Je sais pas, imagine que je suis payé à tapis parce que j'avais 12 blindes à Tu ce moment-là. transpires quand même, de toute façon. Ouais. Ouais, j'ai 20%, tu vois. J'ai Ouais. 20% de chance de sauter, de pas faire item, et c'était tellement important pour moi que j'ai accepté, tu vois, toujours dans cette acceptation, je me suis dit, ok, je suis un énorme paillasson, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé pour le financier. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais pas là pour le financier, et j'étais juste envie de vivre ce truc-là, de vivre la bulle, de la passer, de kiffer ça, de partager ça avec mes potes. Et j'ai fait le paillasson absolu, quoi, tout simplement. Tout simplement. Ouais, c'est ouf. Et alors du coup, c'est quoi tes prochains événements live là? T'as prévu un petit peu? On est quoi? Octobre? C'est une fin d'année tranquille là, y a pas grand-chose, non? Bah, t'avais le PT Chip là quand même. Et après, t'as le PT Prague aussi que je vais sûrement faire. Là, je vais prendre un mois tranquille, sans live, parce que le live, c'est quand même fatigant. T'étais à Bratislava là ou je m'en rappelle plus? J'étais à Bratislava, Tu y ouais, étais, pour Winamax. Okay. Je suis rentré là il y a 10 jours. Et du coup, je voulais aller le PT Chip, mais je me sens fatigué en ce moment, donc je fais un petit break d'un mois. Okay. Et après, je verrai en fonction des tournois. Il y a des beaux tournois en France aussi. Il y a l'UDS au Paris, il y avait WPT Paris aussi que je vais pas faire. Okay. Il y a plein de tournois tout le temps de toute façon maintenant, et le PT Prague en fin d'année, début décembre. Et là, c'était mon année test sur le live, donc je ferai un gros bilan live, à la fois financier, tout ça, pour faire un bilan de mon année. Ouais. Et là, je continue beaucoup à travailler, surtout vraiment, c'est mon objectif principal aujourd'hui. Pour moi, c'est de bosser, de progresser, parce que je sens que j'ai encore beaucoup, tu vois, à aller chercher, quoi. Ouais. Mais progresser du coup plus sur ça va être plus pour faire des bons festivals live quoi. Finalement. Ouais, là où tu prends le plus de plaisir actuellement. On va dire. Je prends beaucoup de plaisir moi en live. Hein. Enfin, ouais, je prends beaucoup de plaisir, je me sens de plus en plus à l'aise aux tables, tu vois. Je me sens très confortable à table, tu vois. À tort ou à raison, je sais, comme tu disais, c'est très dur d'être lucide sur ton réel niveau, tu te fais souvent des films, etc. Mais je me sens très très à l'aise à table. J'ai l'impression en tout cas d'avoir beaucoup évolué là-dessus, de mieux comprendre les profils, de prendre des meilleures décisions, etc. Ouais. Les résultats sont mieux aussi, c'est monté un peu crescendo au fur et à mesure de l'année, donc ça c'est cool. Mais je sens que pour vraiment être performant face à des bons joueurs, j'ai besoin de beaucoup bosser. Et surtout, je pourrais gagner beaucoup, encore une fois, en termes de V si j'y allais. Et au-delà de levée financière, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, mais lever d'aller vivre des deep runs, tu vois. Lever d'aller revivre des émotions comme j'ai vécu avec le 3 million event. Moi, c'est ce que je cherche aujourd'hui principalement. Et j'ai envie d'aller chercher ça. C'est ce qui me fait vibrer au poker. J'ai envie de le vivre avec les gens qui me suivent, les proches. Et du coup, ça passe par le travail, tu vois. Plus je vais travailler, plus j'aurai de chance d'aller chercher ça. Et c'est ce que je vise aujourd'hui, quoi. Et est-ce que tu penses, là tu me disais que tu l'as pas encore vécu, mais est-ce que tu penses que tu aurais le même type d'émotion si tu avais un deep run, je sais pas, sur le WIPT par exemple, que tu as eu en live? Parce que quand tu es en live devant une communauté, tu es quand même chez toi, dans ton cocon, on va dire, dans tes repères. Quand t'es en poste, tu vas discuter avec ta femme et dans ton frigo, entre guillemets, enfin, t'es dans ton quotidien. En live, t'es quand même un peu en milieu un peu plus hostile, on va dire. Est-ce que tu penses que t'atteindras le même niveau d'émotion et de focus, tout ça? Alors, je stream pas depuis mon frigo, mais je vois ce que tu veux dire. Mais oui, je pense que le live, pour moi, une des raisons que j'aime bien le live, c'est que pour moi, les émotions sont décuplées quand tu les vis en physique, tu sais. Ouais. Tu vois, vivre des émotions avec des gens en physique, ça n'a rien à voir. Puis les jetons, tu ramasses tes jetons. Ça, c'est ouf. Ouais, les jetons, de partager la joie, d'avoir un rail, ouais, pour moi, je sais que ça sera plus intense, tu vois. Même si je gagne, sans dénigrer quoi que ce soit, un petit tournoi, je citerai pas de nom, ou peu importe, tu vois, le buy-in ou quoi, je suis sûr que je peux atteindre le même niveau de kiff que j'ai eu pour le 3 million event sur un tournoi à 500 balles, quoi. Je sais que pour moi, ça serait plus intense, tu vois. Ouais, intéressant. Ça fait vraiment le lien avec ce qu'on disait depuis le début et c'est pas du tout une question de gain, c'est une question de jeu, quoi, et de ce qui se passe autour du jeu. Donc toi, clairement, si t'aimes les gens et t'as cette sensibilité-là, qu'il y ait un rail et de pouvoir vivre et discuter aussi avec des gens à table, parce que c'est quand même, il y a peu de gens qui vont jouer au poker et qui aiment pas le jeu et qui sont pas passionnés. C'est vraiment des passionnés, quoi, la plupart du temps. Clairement. Même les joueurs pros, s'ils avaient pas la passion, c'est très dur de tenir, et ceux pour qui la passion s'éteint, ils arrêtent, ils se dirigent vers autre chose.
parce que tu passes trop de temps à table, que ce soit derrière les écrans la vie au poker, faut pas se mentir, ou dans une salle, à vivre poker, à manger poker. Tu passes 10 heures de ton temps dans une salle, c'est beaucoup. Donc voilà. Et puis quand t'as une vie de famille, même pour quelqu'un, tu vois, qui a un taf à côté, demain aller poser une semaine pour aller faire un festival à droite à gauche, ça te prend quasiment toutes tes vacances. Ouais. Tu vois, c'est fort. Les vacances, et quand t'as ton taf à côté, c'est vacances, et t'as la bankroll, mais c'est quand même un budget à prévoir si ça se passe mal. Ouais. Et c'est des frais annexes, et effectivement, même pour les tournois réguliers, tu vois, moi je suis sur Cannes, quand il y a des tournois qui viennent à côté, les WSOP circuits ou les UDSO, des choses comme ça. Si tu veux jouer le main et que tu veux pas le jouer en turbo, il faudrait que tu ailles le jouer le jeudi. Mais le jeudi, moi, je travaille. Donc, je fais comment? Je dis à mon boss, écoute, je vais mettre 2 boulettes dans le 500, et puis si je buste pas, lundi, je serai peut-être pas là. Tu vois? Moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais, tu vois, en intro, avant qu'on lance l'interview, et pendant l'interview, tu en as parlé aussi, mais c'est la notion de sacrifice. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs de poker, quel que soit ton niveau, quel que soit ta vie, il y a beaucoup de sacrifices quand même, de choix de vie, de pas partir avec tes potes, de peut-être tu vois, partir un week-end de temps en temps sans ta famille. Et je pense que c'est ce qui est beau, tu vois, quand tu réussis à gagner, c'est que tu as l'impression d'avoir achieve un truc pour toi et solide, quoi. Et je pense que chacun à notre niveau, on vit ça, et c'est pour ça que les émotions sont si fortes au poker, je pense. Ouais, complètement. Et en plus de ça, moi, ce que je disais, c'est le côté émotion, ça me touche aussi parce que, encore plus dans le poker, t'as le côté dopamine. Donc, c'est chimique, quoi. Donc, du coup, quand t'as cette émotion et ce swing là, effectivement après c'est aussi un truc que t'as envie de regoûter. Alors là c'est encore un autre débat, mais entre passion et addiction, la limite elle est souvent fine quand même, mais il n'empêche que ce côté dopamine, c'est juste kiffant. Donc moi je l'ai connu dans le sport avant, et dans le poker l'émotion est différente, mais c'est quand même très semblable, et ça reste comme de la compétition, parce que en MTT c'est du tournoi, quoi. C'est même quand tu finis deuxième, tu peux être déçu, et le reste du temps t'es éliminé. Il y a qu'un seul mec qui est très content, celui qui a gagné, donc c'est assez rare. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que tout est lié aux émotions et à ce que tu vis. Et tu vois, moi, j'adore les jeux d'argent. Et en fait, ça n'a jamais été pour l'argent. En fait, je suis accro à l'émotion que ça peut procurer quand tu vibres avec tes potes, à la table de blackjack au casino. Tu vois, t'es tous contre la banque bust, t'es tous contents. Moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, et je pense que tu peux le vivre autrement qu'à travers les jeux d'argent, bien entendu. Hein. Mais moi, c'est toujours ça que j'ai aimé dans les jeux d'argent. Et au poker, il y a en partie ça qui te rend accro à l'émotion que tu peux vivre quand tu fais un deep run. Et je pense que pour la plupart des gens, c'est pas financier personnellement. Je pense que les passionnés, c'est assez peu financier. C'est vraiment l'émotion qui les tient et qui est passionné par ce jeu. Et en plus, contrairement au casino, par exemple, le poker, c'est un jeu où tu travailles, tu vois. Le casino, t'es perdant, tu peux rien faire pour gagner, c'est mathématique. Tu joues contre la banque, tu es obligé de perdre en machine à sous, et t'as aucune expérience de gain. Ouais, c'est ça. Tu peux travailler un peu ta stratégie au blackjack, mais tu restes perdant, et c'est pas, tu vois, faut pas sortir de l'ENA pour faire une stratégie blackjack optimale. C'est solvé depuis très longtemps, t'apprends ton tableau, c'est réglé. Au poker, c'est un jeu qui est tellement deep, tellement dur, tellement profond, que quand tu travailles autant, que tu t'investis autant, c'est décuplé, quoi. C'est complètement fou. Ouais, c'est là où c'est difficile aussi, parce que le jeu n'est pas résolu, et par moment on sait qu'il y a des spots où on a quand même la solution à chaque fois, et il se répète souvent, donc c'est assez simple de savoir ce qu'il faut faire, mais malheureusement t'as quand même de la variance, et il peut se passer des choses différentes, faut s'adapter sans cesse, et ça c'est difficile. Mais pour reprendre aussi un petit peu je pense que le jeu sera jamais résolu au poker, hein, pour compléter ce que tu dis. Je pense que le jeu sera jamais résolu parce qu'en fait il y a une part d'humain, et en fait l'humain sera jamais GTO, et du coup il y aura toujours une variante exploitante à aller chercher si tu veux être le plus EV possible sur le poker. Et en fait les populations vont bouger, le niveau va bouger, et toi tu vas te réadapter en permanence. Et la vie de joueur de poker, tu regardes, enfin, ça sera jamais sur un plafond, je pense. En tout cas, c'est ma vision. Je pense que ça va faire que évoluer. Les populations vont évoluer, donc tu vas devoir t'adapter aux populations. Tes standards vont évoluer, et pour moi, ça sera jamais solve. Clairement, je pense. De toute façon, après sur les gros tournois, les joueurs qui font le plus de V, qui font des gros résultats, tu le vois. Ils connaissent par cœur ou très bien la GTO, mais surtout ils veulent trouver le meilleur exploit au meilleur moment pour en dévier, et faire des choses où tu peux pas percevoir
quand t'es en face et que tu vois, bien sûr, on est en stream, on voit les cartes, on dit ah ouais gros, mais là je comprends pas, ouais, mais quand t'es en face et que tu vois pas les cartes du gars, t'es en PLS, donc c'est très compliqué. Donc oui, derrière les écrans, c'est sûr, c'est facile, on voit les pourcentages d'équité et on comprend pas certains moves, mais quand t'es en face de lui et que le gars, il laisse rien percevoir, c'est très difficile. Quand il y a des CM et des notions comme ça, c'est dur. Hein. Il y a plein de paramètres que tu maîtrises pas et qui sont difficiles à faire, notamment en live. Peut-être que Internet, tu vois, avec, je sais pas, l'IA, tu pourrais avoir des... je sais pas, tu pourrais imaginer qu'il y ait des bots qui jouent et qui soient, tu vois, complètement trop forts pour le... Ouais, du coup, sur le long terme, Je sais pas comment ça va évoluer, etc. Moi, c'est un peu ma crainte pour le online. Du coup, j'avais cette question, on y est direct, c'était comment tu vois le poker live plutôt dans 5 ans, mais si tu veux commencer par le online Non, après, je sais pas si j'ai pas de boule de cristal, je sais pas du tout. Je pense que ça peut évoluer tellement vite aujourd'hui avec les technologies, avec ce qu'on peut faire. Je pense quand même que la technologie, pour ceux qui veulent tricher, auront toujours un temps d'avance sur le room pour empêcher ça. Et c'est dans ça, dans tous les domaines. Et je pense que le online va forcément, pour moi, créer de plus en plus de défiance vis-à-vis des profils amateurs. Et du coup, j'ai l'impression que le poker va de plus en plus aller vers le live. Mais après, voilà, encore une fois, c'est qu'un ressenti à l'instant T. Je n'ai pas de boule de cristal, quoi. Bah, disons que si les joueurs vraiment amateurs et récréatifs et passionnés se font dépouiller à chaque fois parce qu'ils ont besoin de jouer contre des robots et que c'est réellement des bots et des robots dans X années, ils viendront plus mettre leur argent sur les rooms, c'est sûr. Et ils préféreront aller jouer en live. Tu vois, on est dans un monde qui est très digital. Moi, dans mon métier, on faisait plus de réunions en physique, on avait des vidéoconférences, tu vois, on était toujours derrière un écran. Tu vois, là, on fait un podcast. Il y a quelques années, je serais venu à Cannes, on aurait bu une bière, on aurait fait le podcast. Là, on le fait sur Zoom interposé. On le fera quand j'aurai plus de budget. Avec grand plaisir. Mais non, mais c'est pour te dire que je pense que les gens aussi ont un vrai retour. Et après le Covid, je pense que ça s'est beaucoup ressenti à retourner sur des émotions physiques, avec du contact aux gens, à rencontrer des gens en physique. Et je pense que c'est pour ça que le live marche très très bien en ce moment. C'est qu'il y a aussi beaucoup de cette dimension pour moi. Ouais, ça prend le pas même sur le financier parce que jouer en live au-delà des frais annexes, même si c'est les casinos à côté de chez toi, c'est comme des endroits qui sont beaucoup plus chers forcément que une petite session online. Hein. Donc c'est voilà, j'en parlais avec Brian Benamou, c'est un podcast qui sortira bientôt. Il faut aussi réfléchir aux joueurs, notamment de ta région. Les organisateurs de tournois réfléchissent en ce sens. Tu peux pas proposer non plus chaque mois des festivals avec des buy-in très élevés dans la même région parce que c'est pas possible. Il y aurait que les joueurs du circuit qui les feraient et c'est pas le but parce que tu peux pas. Il faut que tes salles soient remplies. Donc il faut réfléchir en ce sens et mettre des programmes pour que les main events soient aussi accessible à des joueurs qui veulent même venir jouer le vendredi ou peut-être même des fois le jeudi, mais il faut pas que tes main events aient tous leurs jours le lundi, mardi, mercredi, sinon il y a que des joueurs pros qui vont venir, tu vois. C'est très rare que des mecs posent des vacances pour venir pour jouer au poker, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est une motivation qui est supplémentaire et c'est assez rare. Ouais. Mais après, je pense que c'est un métier très difficile, organisateur de tournois de poker. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui pop en ce moment. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Il y a beaucoup de tournois. J'ai un peu l'impression que c'est la bulle Internet, quoi. Il y a plein de trucs qui se créent, c'est l'émulation, tout le monde sent que le live, il y a un truc, les tournois sont full partout. Il y a peut-être un moment où, tu vois, il y a quelques organisateurs qui vont vraiment se détacher et qui vont absorber les petits, peut-être, tu vois. Je pense que ça peut être une chose qui se passe dans le milieu du live, quoi. Ouais, complètement. Après, il faut définir aussi qu'est-ce que les gens veulent venir. Enfin, qu'est-ce que les gens veulent venir se procurer comme émotion. D'où le sismique, c'est une expérience, c'est une émotion. Les WSOPC, c'est autre chose. Les EPT, c'est beaucoup plus cher. Donc, il faut définir aussi à qui tu prends la part de marché et à quel joueur tu veux faire tes offres, quoi. Mais effectivement, il y a beaucoup d'offres de poker en France. C'est bien, Texas Poker quand même. Surtout je sais pas si tu joues un peu les Texas Poker comme t'es plus en France. Pas trop, mais c'est vrai que je regardais un petit peu. Je fais beaucoup de tournois. Enfin, moi, j'avais peu de temps, donc en fait, j'ai vraiment focus un peu les tournois qui me faisaient vraiment rêver, tu vois. Donc, j'ai fait le circuit EPT, j'ai fait Vegas, mais de plus en plus, tu vois, je me rends compte que j'aurais peut-être plus de plaisir à jouer un UDSO ou un Texas. Un Apo. Un Apo, tu vois, parce qu'en fait, ça parle français, parce que l'ambiance au table est différente. Et c'est bête à dire, mais sur un EPT à 5K. L'ambiance à table, c'est pas le Sismix ou les tournois d'Apo, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une dimension qui commence à me manquer aussi dans les tournois que je fais. Et j'ai commencé à regarder, tu vois, là, depuis la rentrée de septembre, tous les tournois qui existent en France. Et en fait, putain, mais il y en a plein que j'ai envie de jouer. Là, je suis en train de regarder l'UDSO
à Paris fin novembre, je crois. Ok. Il y a plein de trucs qui me tentent, tu vois. Et t'as le... et je regrette un peu de ne pas avoir fait ces tournois plus tôt, tu vois. Ouais, je vois. Plus jeune, tu veux dire? Plus jeune Ouais, plus jeune. quand J'en t'avais... parlais un peu, je sais plus qui m'en parlait. Non, c'est quand j'avais vu Baptiste, tu sais, celui qui fait les vlogs, là. Ouais. Je l'avais croisé Bonjour à Vegas, Baptiste sur YouTube. Ouais. Non, j'avais croisé, comment elle s'appelle celle qui a fait les vlogs avec lui, tu sais, à Pornic, là. Aurélia? Elle est super sympa. Aurélia. Ouais. Aurélia qui est super sympa. On avait parlé un petit peu sur Insta et elle m'avait parlé du monde associatif. Elle m'a dit, mais va voir, Baptiste, il a fait un vlog sur le truc associatif et tout. En fait, quand j'ai vu son vlog, je me dis, mais putain, moi j'étais à Paris pendant des années, j'ai pas fait ça. Et en fait, j'aurais kiffé de fou, tu vois. J'aurais vraiment kiffé. Ouais, là, le soir, aller boire tes coups, voir des potes qui ont les mêmes passions que toi. J'aurais adoré faire ça, quoi. Surtout que c'est un club, donc tu souscris un abonnement et t'as le droit de venir jouer à l'année avec tes potes comme ça, et c'est tous à un même lieu, un endroit, et puis t'as des gens qui sont passionnés, donc c'est vrai que c'est assez cool. Ouais, j'aurais plus le temps dans ma vie, tu vois, parce qu'il y a les enfants et j'ai pas envie de passer toutes mes soirées au poker, mais du coup, c'est vrai que à une époque de ma vie, j'aurais été incroyable d'avoir ça en associatif, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Robin? Si j'ai au Robin, c'est vraiment à toi, ta personne. Okay. C'est pas une formulation un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Robin dans 5 ans? 5 ans, c'est assez court. Et, tu parles dans la vie générale, là, ouais, vraiment toutes les enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en général, pas que le poker, c'est vraiment d'être bien dans ma vie, d'être heureux, d'arriver à me détacher de plein de choses qui m'apportent du négatif dans ma vie et juste, tu sais, d'arriver à être épanoui, quoi. Moi, je pense que c'est l'objectif de chacun et d'être à l'aise avec qui tu es, d'être bien dans ta peau, d'être heureux dans ta vie, et je pense moi, c'est ma target absolue, quoi. Ouais. C'est bateau, hein, désolé, mais non, c'est bien. Et vraiment, du coup, un objectif qui est dur à aller chercher, qui demande beaucoup d'efforts sur plein d'endroits, l'envie de progresser, tu vois, sur des leaks mentaux, sur plein de choses, sur ta vie, comment tu designes ta vie, quel métier tu fais, et moi, c'est ma quête de vie, c'est ça, quoi, d'être heureux, de rendre mes proches heureux, et c'est vraiment ça, quoi. Bah, bien sûr, hein, bien sûr. C'est Encore Malade qui disait à partir de combien on est riche? Bah, à partir d'une femme et un enfant. Donc je pense que c'est un peu ta vision aussi. Ah. Quand t'as des enfants, tu sais pas trop, faut réfléchir quand même. Je sais pas s'il y a eu des enfants avant de dire ça, Encore Malade, mais il y a un peu de tout, hein. Il y a à apprendre à manger, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah non, mais bien sûr, je vois ce qu'il veut dire en tout cas. Mais oui. Mais et voilà. Ouais. Bon, et au poker, d'arriver peut-être à gagner un tournoi en live, d'avoir un achievement, tu vois, d'un goal, ça serait le cool. Et puis surtout de me sentir épanoui au table, quoi. Yes. Bon, bah, écoute, je te le souhaite. En tout cas, je pense qu'on se croisera sur la route. Nous, on sera au j'arrive pas à le dire. Au WIPT, qui sera à Aix cette année. Je crois que c'est mois de mars. Finale. Ouais. C'est mars-avril, ça cheval. J'y serai sûrement, ouais. Et du coup, on sera là-bas, on aura l'application qui sera lancée, donc on y sera pour un peu de contenu et tout, et c'est bien, ça change, ça, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais que Texa arrive à délocaliser un tournoi comme ça, ben c'est un peu comme toutes les nouveautés. Il y a des gens qui sont pas trop chauds parce qu'ils étaient habitués à ce que ça soit à côté, mais tu vois, il y a plein de gens dans le sud qui devaient monter à Paris chaque année, et là cette fois-ci ça change. C'est bien aussi de partager un petit peu le marché, quoi. Donc c'est cool. Nous on sera là-bas en tout cas. Ouais, mais j'y serai aussi, on s'y verra, il y a des grandes chances que j'y sois. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, on parle du Winamax Poker Tour, et je trouve vraiment que c'est l'événement poker par excellence en France, tu vois. Moi, c'est un tournoi que j'ai joué très tôt avec mes potes, le King 5, ces trucs-là, pour moi, c'est incroyable, tu vois. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est l'essence même du poker, tu vois. Tu permets à des gens amateurs d'aller vers un tournoi qui est énorme, avec plein de finales de qualif un peu partout en France. Ouais. C'est assez exceptionnel quand on y pense, tu vois. Ouais, complètement. C'est vraiment incroyable ce format-là, je trouve. T'as du free roll, et sur les étapes, toutes les étapes en free roll, quand t'es qualifié dans ta ville, dans ton casino, t'as un ou deux, voire plus des fois, joueurs pros qui viennent, avec qui tu peux échanger et tout, et quand t'es passionné, avoir un accès comme ça un peu premium, c'est hyper cool. Et puis tu peux aller à la finale, il y a des stands à côté sans jouer, tu peux te balader entre les stands, pas accéder à l'espace joueur et les tables, mais tu peux accéder à tout plein d'activités et de restauration et tout, donc c'est une fête en fait, c'est la fête du poker et pour tout le monde, donc c'est cool. Exactement, ouais. Puis t'as des team pro qui sont super accessibles, mais que ça soit Winamax ou d'autres, hein, franchement, quand tu vas sur les tables, enfin, que ça soit tous les team pro que je connais, à chaque fois, tu veux parler avec eux, tu veux discuter. Moi, je trouve ça, c'est un truc qui est fort aussi dans le monde du poker, notamment en France, c'est que les gens sont super accessibles. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de gens qui te prennent pour des oufs et qui t'adressent pas la parole quand tu vas leur parler, qui veulent pas prendre de photos, ou que t'as l'impression que ça les saule, tu vois. Et, complètement. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Bah, si tu compares ça à d'autres disciplines sportives, ça
c'est vrai que ça n'a rien à voir, alors que des fois t'as des joueurs de poker qui ont des gains et des chiffres d'affaires annuels bien plus supérieurs justement à des sportifs qui se prennent un peu plus la tête. Ou voilà, mais ouais, c'est sûr que c'est les personnes, et puis la communauté, ça on en parlait beaucoup avec Caroline et même avec d'autres personnes du podcast, la communauté française du poker, elle est quand même réelle, tu vois, réelle et honnête sur les événements, surtout à l'étranger et un peu de partout, quoi. Ah, la commu française poker, franchement, elle est folle. Tu vois, moi, je fais du live, de voir les mêmes têtes un peu tout le temps, et je trouve qu'il y a un sentiment d'entraide. Tu vois, les gens vont rail. Ouais. Dès que t'as un Français en TF, si les mecs sont dispo, ils vont rail. Je trouve que les gens s'entraident, les gens sont vraiment sympas entre eux. Tu sens pas de jalousie, de comparaison. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça à quel que soit le niveau. Ouais. Et je trouve vraiment qu'il y a un écosystème français qui se stimule. Je m'estime pas là-dedans parce que quand je parle de ça, je parle vraiment des top FR qui changent beaucoup. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je les croise un peu de loin et tout. Et j'ai l'impression qu'en France, on a vraiment un truc où je pense qu'on va avoir une génération de joueurs qui vont faire des trucs de fou, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on a des joueurs assez jeunes qui sont hyper performants. Hein. Donc ouais, c'est clair que l'avenir est beau et en tout cas ça va dans le bon sens, donc c'est cool pour le poker. Ouais, mais j'espère qu'il y a un putain de Français qui va gagner le main event, un de ces quatre, ça serait cool quand même. Ouais, c'est clair. On était pas loin cette année, mais bon. Ouais, c'était pas loin, dommage. Il faut tellement, il y a tellement de paramètres. Le premier Français, ouais, ce serait dingue. Mais ouais. Bon bah écoute, je te remercie Robin, c'était super sympa de t'avoir. Merci et à puis, toi. Et puis ouais, on se croisera sur la route. Avec grand plaisir. Bon courage à toi, bon courage pour le lancement, et puis salut à ceux qui regarderont ce podcast et qui seront arrivés au bout de tout ça. Yes, merci beaucoup à tout le monde de suivre. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like et vous abonner. Là, c'est vrai qu'on va avancer nous dans l'application et ça va sortir bientôt. Donc vraiment pour nous donner la force, c'est très très important. Robin le sait sur YouTube, c'est le référencement et l'algorithme qui propose aux gens le contenu, si c'est liké, si c'est aimé. Donc voilà, c'est pour nous peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est beaucoup pour ce soutien là et voilà. Et de belles choses arrivent. On tiendra au courant en tout cas de tout ça sur nos réseaux. Donc voilà. À bientôt. Salut Robin. Salut tout le monde. Ciao ciao.